Nous allons étudier le DAF, même tête, dans Masechet Baba Kama, et nous reprenons la Mishnah, qui se situe 4 lignes à la fin du DAF, même prêt à Moubet. Shorsh le mitkaven la chavero, un taureau qui cherche à encorner un autre taureau, avec Kaita Isha, et au final, malencontreusement, il a encorné une femme, Yatsou Yeladea, et c'est pas la femme qui décède, mais le bébé ou les bébés qu'elle avait dans le ventre. Patour, Minme Vladot, nous dit la Mishnah, que le propriétaire du taureau ne paiera pas l'argent qui équivaut à la valeur du fœtus. La dame, et Kaetaisha, à l'opposé du cas de la Torah, qui nous dit que par contre, si c'est un homme qui vise un autre homme et qui dans son action finalement provoque la mort du fœtus d'une femme qui est à côté, Meshalem des Mevladot, dans ce cas-là par contre, l'homme devra payer des mevladot. Et là-dessus, justement, Ketzad Meshalem des mevladot. Comment estime-t-on et comment paye-t-on ce qu'on appelle des mevladot, la valeur du vlad? Nous dit la Mishnah, Shami et Aisha, on estime la valeur de la femme. Kama hiyafa, combien elle vaut ad sheyolalda, avant qu'elle enfante. Et Kama hiyafa, misheyalda. Et combien elle vaut une fois qu'elle a enfanté, une fois qu'elle a perdu le bébé. Donc on part du principe que cette femme-là, si on estime sa valeur sur le marché des esclaves, on estime que pour l'instant elle a plus de valeur enceinte, puisque finalement il y a une possibilité d'avoir deux personnes à la fin, d'avoir à la fois la mère et à la fois l'enfant. Donc on estime combien elle valait avec le bébé dans le ventre, combien elle vaut actuellement sans le bébé dans le ventre, et cette différence-là, c'est ça qu'on en paye. Ça des mevladot. Là-dessus, Shvak s'oppose à Mar Rabban Shimon ben Gamiel. Imken, mais si c'est ainsi, Mishaisha yoledet mashbachat. Une fois que la femme a enfanté, a perdu le bébé, mashbachat, elle a plus de valeur. Ça, on verra, la Gemara expliquera exactement quel est l'argument de Mashbach. Et la Shami est avladot, kamahin yafin. Et donc, selon lui, on estime la valeur du vlad. La partie sur Mashbach, vraiment, est à expliquer tout à l'heure dans la Gemara, ce serait une marque locale justement, Rabat et Rava et des braïtot pour comprendre la vie de Rajbal. Et la suite de la Mishnah, qui nous dit que le démevladot vient la Baal, les démevladot, l'argent qui équivaut à la valeur du vlad, on le donne au mari. Mais la Baal, si elle n'a pas de mari, noten la Yorshav, donc on parle du cas où le mari est mort. Donc elle a été blessée, elle a perdu le bébé. Et on veut donner au mari, mais entre-temps le mari est mort. Et donc on donne l'Yershav aux héritiers du mari. Aïta Shifra Venishtahara, O Gioret Pato, dans le cas où c'est une femme qui finalement est mariée à un homme qui lui non plus n'a pas d'héritier. Par exemple, ils ont un statut les deux de Shifra et de Ravadim, ce sont des serviteurs affranchis ou des convertis qui n'ont pas de famille. N'ayant pas de famille, l'argent revient au propriétaire du taureau qui finalement n'a plus rien à payer puisqu'il n'a pas d'héritier à qui donner cet argent. Maintenant, la Gemara nous dit si on regarde le début de la Mishnah, on nous dit que le taureau, si le taureau est mitkaven d'encorner un autre taureau et que finalement il provoque la mort d'un fœtus, il ne paye pas. Comme s'il avait voulu encorner la femme, il paierait. On déduit que c'est parce que on a précisé dans la Mishnah qu'il avait l'intention de taper un autre taureau qui ne paye pas, sous-entendu que s'il voulait taper la femme, il aurait payé des mevladot, les matevet yofta, des ravada ba'ahava. La Mishnah ici serait donc une objection franche à ravada ba'ahava, ce qui pose problème de la ma ravada ba'ahava, car il a dit que ravada ba'ahava dit clairement que même des taureaux qui ont voulu frapper une femme et qui ont entraîné la mort du fœtus, il n'y a pas de mevladot à payer. Alors que dirait Ravada Barava pour expliquer la Mishnah selon ses paroles, Ravada Barava te dirait non, tu sais, quand on dit au début que le taureau il a voulu frapper et qu'il a frappé, c'est pas important ce détail. Et que réellement, on a dit qu'il a voulu frapper un taureau, mais il aurait voulu frapper la femme, ça aurait été pareil. Ah, alors si tu te demandes pourquoi on a enseigné ce détail, puisque finalement il n'est pas du tout utile pour la halakha, c'est à cause du cas suivant. C'est à cause de la fin de la Mishnah, où on parle d'un homme, et là-bas on a envie de dire que quoi?
que le cas de la Torah, le grand chidouche, c'est quoi? C'est que Adam Shem Mitkaven Lachavero, que même dans le cas où un homme a voulu frapper son prochain, et donc pas la femme, là-dessus tout de même, la Riktikra, c'est pour nous apprendre que c'est ça qui va créer la Torah, qui Natsu Anashim Yarda, que deux hommes se battent, une Fouishara, il y a des rails qui ont frappé une femme qui a perdu le bébé, Kataner et Shanami, Shorshaya Mitkaven Chavero. C'est pour ça qu'au début de la Mishnah, on a gardé ce langage-là, même s'il ne faut pas forcément y prêter attention. C'est ce que dirait Ravada Ba'ava pour éviter de dire que la Mishnah va à l'encontre de sa parole et continue de dire que finalement le taureau ne perd jamais des mébladot qui vise un homme ou qui vise la femme en question. Amar Papa nous dit tout de même qu'il y a une exception lorsque le taureau encorne une femme et provoque la mort du fœtus. Dans certains cas, on paiera. Dans quel cas? Shosh negar ta shifra, lorsque la femme est une shifra, une servante kénaanite, et qu'elle perd le bébé, mais chez des mébladot, tu paiera des mébladot. Pourquoi? Maïta Ama, quelle est la raison? Chamrata me'abarta be'al maoudeazik, parce que halachiquement, au niveau juridique, c'est comme s'il avait encorné et qu'il avait blessé une ânesse enceinte. Pourquoi? Damarkra car la Torah a dit chez vous la chempo imachamor, lorsqu'Abraham est parti faire la akeda, ligoter Yitzhak pour éventuellement le sacrifier, il a dit à Eliezer qui était serviteur, il a dit chez vous la chempo imachamor, restez ici avec l'âne. Et la question du Midrash, c'est pourquoi préciser qu'il reste avec l'âne? Il aurait dû leur dire chez vous la chempo, restez ici, et moi et le jeune homme, donc moi et Yitzhak, nous irons là-bas faire ce que Hachem nous demande. Pourquoi avoir précisé avec l'âne? Il ne va pas préciser qu'il reste avec l'âne ou avec le mouton ou avec l'arbre. C'est pas important de préciser avec quel animal il reste, si ce n'est pour dire que ça se lie aussi, non pas Aïm Achamor, mais Am Achamor. Le Aïm se lie à Am, et pour dire que halachiquement sur certains points, on considère les esclaves comme un Chamor, comme la matière et comme un animal surtout. Chamor ici c'est l'animal, c'est l'âne, et en même temps parce que c'est justement le côté matériel de l'esclave qui lui donne ce statut-là. Amadome la Chamor, et donc sur certains points, au niveau de la lacha, les esclaves auront un statut d'un animal, et ici, en l'occurrence, c'est ce qui permet de payer des mébladot, puisque finalement c'est comme si c'était un animal qui avait perdu un bébé, non pas un être humain au niveau de la lacha encore une fois. Maintenant dans le Mishnah, il dit Ketsa Meshalem des mébladot. On avait dit dans la Mishnah comment on paye des mébladot, la valeur du bébé. On a dit on prend la valeur de la femme avant et la valeur de la femme après. La Gemara a un problème, c'est que si on prend la valeur de la femme avant, partant du principe qu'elle vaut plus, pour l'instant en tout cas, elle vaut plus lorsqu'elle est enceinte que lorsqu'elle ne l'est pas. La Gemara va s'étonner, elle va dire mais attends, des mevladot ou shvar vladot mibaele. Il n'y a pas que des mevladot là-dedans. Quand tu prends la valeur de la femme avant et la valeur de la femme après, et que tu fais une soustraction entre les deux, tu ne récupères pas la valeur seule du fœtus, tu récupères aussi la valeur que la femme a du fait d'être enceinte. Pourquoi? Parce qu'ici on estime encore une fois que la femme vaut en fonction de combien elle serait vendue sur le marché des esclaves. Et à l'époque, le fait d'avoir du poids, le fait d'être bien en chair était un gage de santé et faisait en sorte que la personne avait plus de valeur. Et donc, puisqu'il y a effectivement la valeur du bébé, lorsque quelqu'un achète un esclave, il peut penser à rajouter une valeur pour le bébé qu'il y a dedans et donc pour le futur esclave qu'il peut y avoir avec cette femme-là. Mais il y a aussi le fait que cette femme étant enceinte, elle prend du poids, il y a des réserves de graisse supplémentaires qui font qu'au niveau de la santé de l'époque et du marché des esclaves, ça valait plus. Donc la Gemara nous dit, mais quand tu fais cette soustraction entre la valeur avant qu'elle perde ce bébé et la valeur d'après, il y a non seulement la valeur du bébé lui-même, et il y a également la valeur ajoutée de la femme et du corps de la femme parce qu'elle est enceinte. Et donc il manque quelque chose, il y a quelque chose en trop, je veux dire. Achinami Kamar, la Gemara dit, mais tu as raison. Ketsan Meshalem des Mevladot ou Shvar Vladot. La Kavana de la Mishnah, c'est de dire voici comment on va calculer la valeur du Vlad et la valeur de ce qu'il rajoute dans le corps de la femme. Shemit Aisha Kama Yafa, Achelo Yavda ve Kama Yafa, Mishalda, et après la Gemara rapporte ce qui était marqué dans la Mishnah, c'est-à-dire qu'on fait une soustraction entre les deux valeurs. Inachinami, c'est ça la Kavana de la Mishnah, de faire payer des Mevladot et Shvar Vladot. Et il semble que c'est important de dire cela pour mieux comprendre maintenant Rashbag. Rashbag avait dit Amar Rabban Shimon ben Gamliel, Imken Misha Isha Yoredet Meshabbachat.
Si c'est ça, la femme a plus de valeur une fois qu'elle a enfanté. Et la Gemara dit Makama, que veut nous dire Rashbag? On ne comprend pas Birklal quel est son problème. Alors là, on va avoir deux avis, Rabba et Rava. Kari c'est Rabba, Amar Rabba, Achikama. Voici l'argument de Rashbag et la proposition. On a vu dans la Mishnah, Tanakama pense que comment on calcule à la fois la valeur ajoutée du corps et à la fois la valeur du fœtus, on prend la valeur de la femme avant qu'elle perde le bébé et la valeur de la femme après la perte du bébé. Maintenant, qu'est-ce qui gêne Rabba là-dedans? C'est que Verisham Shuvachat Kodem Shitelet de Tem Inachar Shitelet, dis-moi, depuis quand sur le marché des esclaves une femme a plus de valeur lorsqu'elle est enceinte qu'après? Valoisha Mushbachat c'est l'inverse. Pourquoi? Parce qu'une femme qui est enceinte est potentiellement en danger. On ne sait pas si elle va survivre à cette grossesse et à l'accouchement. Et la chamine est tabladot, et donc, proposition de Rashbag comprise selon Rabbah, on estime le Vlad, combien il vaut tout seul, et on donne au Baal. Puisque le fait de faire cette soustraction ne marche pas, puisqu'en général, au contraire, on risque d'avoir même une valeur négative, puisqu'elle vaut moins avant qu'après. Une braïta confirme cette idée sur Rashbag. Les mêmes mots que Rabbah a devinés dans les intentions de Rashbag sont décrits dans une braïta donc antérieure mais qu'on a retrouvée après, qui décrit exactement dans les mêmes mots la vie de Rashbag, c'est-à-dire est-ce qu'une femme vaut plus avant qu'après? C'est l'inverse. Et la chemie tabladot, notre la Baal, et comme nous dit Rabbah, c'est bien ce qu'a proposé Rashbag, c'est-à-dire qu'on estime le Vela dans lui-même. Rabbah maintenant propose autre chose. C'est ça l'objection de Rashbag. Une fois que tu m'as dit qu'il y a deux choses dans le fait de soustraire la valeur du début et la valeur de la fin, partons du principe ici que celle du début est plus importante, comme ce qu'a pensé Tanakama. Maintenant, il y a une autre objection, c'est quoi? C'est que autant des Mevladot, la valeur du bébé, la Torah l'a dit, qu'on donnera au mari. Mais la valeur qu'il y avait en plus chez cette femme-là, cette femme avait une valeur en plus, et corporellement elle valait plus parce qu'elle était bien en chair du fait qu'elle était enceinte. Ça, cette valeur-là, n'appartient pas exclusivement à son mari, et donc ça devrait être partagé. Mais est-ce que cette femme, le corps qu'elle a, qui finalement prend du poids et de la valeur pendant qu'elle est enceinte, est-ce que ce corps-là appartient à celui pour qui elle va enfanter, à son mari? Elle n'a rien, et là, qui nous dit ici la Gemara pour expliquer Rashbag, effectivement, on fait bien cette différence. Simplement, une fois qu'on a cette différence-là, on ne va pas la donner de cette manière-là. C'est-à-dire qu'on va prendre la valeur du Vlad, du bébé, on va la donner exclusivement au mari, et ce qu'on appelle Shvach, la différence qu'il y a dans le corps de la femme, ça, on va être relève, on va partager. Donc, on a vraiment une deuxième compréhension ici de Rashbag qui est confirmée là aussi par une braïta. Tanya Namiachi, une braïta qui confirme un Rashbag. Riche, allez, est-ce qu'une femme, son corps, prend de la valeur pour celui pour qui elle enfante, de qui elle enfante, qui est son mari, mais qu'elle n'a rien, elle, dans cette valeur-là, et la chamine, et donc du coup, proposition, chamine, nezek, on estime d'abord le nezek, le dommage, la souffrance à part, et après la valeur du vlad, et après la valeur ajoutée dans le corps de la femme que l'on divise et que l'on partage entre l'homme et la femme. Maintenant au passage, le fait que Rabbah et Rava aient une vision différente de Rashbag, ça peut s'entendre. Mais la braïta qui parle de Rashbag et qui une fois dit comme Rabbah, ça paraît finalement étonnant, puisque une fois on nous dit que le problème c'est que la femme vaut moins moins enceinte qu'après avoir perdu le bébé, c'est la première objection de Rabbah. Et dans la deuxième, on voit dans la braïta numéro 2 qu'au contraire, il a l'air de compter et de tenir compte du fait que la femme vaut bien plus avant qu'après. Simplement,
dans cette soustraction que l'on fait, est-ce qu'on donne toute la valeur au mari ou est-ce qu'on partage une partie, ce qu'on appelle Shvar Vladot? On m'a dit Kashia, Rashbag, Ade Rashbag, une couche entre Rabban Shimon ben Gamliel et Rabban Shimon ben Gamliel. Comment expliquer là maintenant? L'Okasha, c'est pas une contradiction. Kan Mevakeret, Kan Beshinam Vakeret. Dans un cas, elle est Mevakeret, c'est-à-dire qu'elle est en train de donner naissance à un Bechor, à un premier-né, donc c'est sa première grossesse. Et dans l'autre cas, c'est pas sa première grossesse. Lorsque c'est sa première grossesse, c'est là-dessus qu'on dira qu'une femme qui s'apprête à enfanter pour la première fois, elle est réellement Besakana, elle est en danger, et c'est là-dessus qu'on peut estimer que Rashbag ne sera pas d'accord du fait de faire cette soustraction, parce qu'il dira qu'une esclave enceinte pour la première fois vaut moins que lorsqu'elle a déjà accouché ou perdu le bébé. Mais par contre, une fois qu'elle a accouché plusieurs fois, elle n'est plus en situation si dangereuse que cela, et donc il sera d'accord ici que la valeur enceinte sera supérieure à la valeur pas enceinte, et là-dessus il pourra à ce moment-là proposer une autre kushia et un autre tirout sur le fait qu'il faut au moins partager le shvar des vladot entre le mari et la femme. Maintenant, on va essayer de regarder la vie de Tanakama vers Rabbanan, ce qu'on appelle Rabbanan de Amre shvar vladot nami la ba'al. Les Chachamim, eux, pensent que shvar vladot, la valeur du vlad, elle va pour le Baal. Maï ta'ama, quel est leur avis? Quel est la grande comme une braïta? Mimash mashema v'yatsu yadea in yodea shihara. Matamul lomar v'nagefu ishara. Dans la Torah, c'est marqué que ki natsu nashim yahdav, quand deux hommes se battent ensemble, v'nagefu ishara yatsu yadea, et ils ont frappé finalement une femme sans le vouloir et qui a perdu ses bébés. Et après, on dit quoi? V'nagefu ishara. Donc on dit ils ont frappé une femme enceinte et elle a perdu ses bébés. Nous dit l'Agmara, puisqu'on dit qu'elle perd ses bébés dans quelques instants, on sait très bien forcément qu'elle était enceinte. Donc on va préciser que la femme qui a perdu ses bébés était enceinte. C'est pour nous dire que non seulement l'argent du vlad, mais même le shvar, même la valeur ajoutée qu'il y a parce qu'elle est enceinte appartient au mari. C'est pour ça que le mot hara a été rajouté avant de préciser que l'argent ira au mari. On a précisé hara pour dire que même le shvar harayon ira au mari. La Gemara dit le Rabban Shimon ben Gamliel hay aramadarichbe. Ah, et Rashbag, qu'est-ce qu'il va faire de cette dracha? Il va aller lire Détania, c'est pour apprendre autre chose qui est marqué dans une braïta. Rabbi Eliezer ben Yaakov omer alors là veno chayav ad sheyakena kenegen bet harayon. Pourquoi on nous précise qu'elle est enceinte? C'est pour nous dire que l'homme ne sera chayav que si par mégarde, il a frappé la femme à l'endroit justement du harayon. S'il l'a frappé à un autre endroit, qu'elle est tombée, et que à ce moment-là, ça a entraîné indirectement que le bébé est mort, le fœtus est mort, à ce moment-là, il ne sera pas chayav. Mara, faut pas la suite de l'autre, et makineged vetarayon mamash. Et la kolecha des salik bet shichma lavlad. Alors attention, nous dire à papa ici que lorsque l'on dit ici que Ishahara, selon Rabbi Eliezer ben Yaakov, c'est mieux nous dire qu'on est chayav que si on frappe à l'endroit. Nous dit attention, pas Kineged ben Rayul Mama, c'est pas forcément exactement à l'endroit de la femme, c'est n'importe quel endroit qui va entraîner de manière certaine que la femme va tomber malade et va perdre le bébé. La pouquet, yad veregel, d'élo, pour exclure le cas où c'est le bras ou la jambe qui a été frappé et que la femme a perdu le bébé. Dans ce cas-là, on ne fera pas de lien entre l'un et l'autre et il ne sera pas chayav. Donc ça, c'est la discussion sur le pasouk. Pourquoi on a dit Ishahara, qui permet de justifier la marque entre Rabbanan et Rashbag, à savoir est-ce que le shvar des vladot, est-ce que la valeur ajoutée sur le corps de la femme appartient totalement au mari, ou est-ce qu'on suit la logique de dire que ça appartient également à la femme et donc c'est partagé. On a dit dans la Mishnah que si le mari de cette femme est un guerre ou un Aved Kinani, dans la Mishnah on précise que c'est la femme, en fait c'est elle le sujet de la Mishnah, mais en réalité c'est surtout lui le problème. Si lui est un guerre ou un serviteur affranchi qui n'a pas de famille, dans ces cas-là, l'argent ira à ses héritiers à lui. Amar Rabba, et Rabba nous dit Loshano ela shechavalba bechayager. Et tout ça, hein, c'est lorsque la blessure s'est faite du vivant, du mari qui est justement serviteur affranchi ou qui est converti.
metager. Et Kevan de Chaval Bechayager, Zachav Ger, Kevan de metager, Zachav Minager. Et donc c'est pour cela qu'effectivement, lorsque, au moment où il y a eu le choc, il y avait un mari, et que ce mari était converti, le mari a pris possession théoriquement de cet argent-là, qu'on doit donner des mevladot, et finalement, si il meurt et qu'il n'a pas d'héritier, parce que c'est ça le cas de guerre et de Aven et Shoucha, à ce moment-là, effectivement, on peut dire que l'argent revient au coupable, au propriétaire du taureau. Aval, mais Chaval Balacha Mita à guerre, si dès le départ, la femme était veuve d'un guerre, Zachiala Ihi Begabayou, nous dit Rabat, même si ce n'est pas marqué dans la Mishnah, moi je dis que dans ce cas-là, il n'y a pas de srout pour le mari, le srout est pour la femme, et du coup, le propriétaire ne récupérera jamais cet argent. Mais Chayev Shalom est là, et il doit le payer. Donc ça, hein, c'est Rabat qui nous dit ça, qui ne sera pas d'accord avec Rapriza. Rapriza, Amar, Marie Dechi, Atou Vladot, Saren et nous. Il dit, mais attends, est-ce que l'argent du Vlad, c'est l'argent liquide qu'on peut comme ça dire je suis zoré, pas zoré, Zachiabao pour qu'elle y ait droit. Et là, il téléba, Zachale Rachamana, il téléba, alors, s'il n'y a pas de mari, il n'y a pas de srout, il n'y a rien du tout, puisque ce n'est pas de l'argent liquide qui est disponible, c'est une possibilité que la Torah a donnée de recevoir ce. Donc dans la Torah, c'est marqué, lorsqu'une femme perd le bébé, l'argent va au père. On a même vu que ce n'est pas forcément le mari, mais simplement le père de l'enfant. Le père de l'enfant a ce droit-là. Maintenant, la question qui se pose, c'est lorsqu'il n'y a pas de mari, depuis le départ. S'il y a un mari qui est mort, à ce moment-là, on verra si on donne aux héritiers. S'il n'y a pas d'héritier, à ce moment-là, effectivement, le propriétaire du taureau récupère son argent et ne paye pas. Mais lorsqu'il n'y a jamais eu, enfin pas jamais eu, il y a quand même des bébés, donc il y a eu à un moment donné un mari, mais que avant l'accident, il n'y avait déjà plus de mari, est-ce que la femme y a droit ou pas? C'est marqué sur le rabat, elle y a droit, sur la prisa, elle n'a pas droit à des mevladot. Alors maintenant, on va objecter. On objecte ici. Metive, Ikaït Aisha. On a une braïta qui nous dit que lorsque l'on a frappé une femme, qui a perdu le bébé, noté Nezek, Tsa'a, Aisha ou de mevladot, là-bas, ce qu'on a vu il y a quelque temps, on donne Nezek, Tsa'a à la femme, des mevladot, la baal et la valeur du bébé au mari. Et Naval, s'il n'y a pas le mari, noté Meyorsha ou notre héritier, et Naisha, noté Meyorsheha. Et s'il n'y a pas de femme, on donnera Nezek Vetsa'a à ses héritiers à elle. Aïta Shifra Minishtaha Ogioret Zacha. Si cette femme-là n'a pas d'héritier, ou le mari non plus, c'est le propriétaire du taureau qui récupère son argent. La Gemara nous dit maintenant je comprends. Ça c'est une objection à Rabat. Pourquoi? Parce que là-bas on ne dit pas que s'il est mort depuis le départ, la femme a un srout. La Gemara dit mais c'est la même chose que dans notre Mishnah. En quoi ton objection est plus forte que la Mishnah? Je veux bien que la Mishnah n'a pas précisé le cas de Rabat, et malgré tout, Rabat a expliqué à la Mishnah que quand est-ce qu'on dit que le propriétaire récupère son argent, c'est quand au moment du coup, le mari est encore vivant, ou metager, qu'il est mort après. Achanami, je te dirais pareil pour la Braïta. Que lorsque l'on parle dans la Mishnah d'un cas où le propriétaire de l'animal récupère son argent, c'est dans un cas où le guerre était vivant au moment où il y a eu le choc. Sinon, ça reviendra à la femme, comme ce que pense Rabat. Si tu veux, je te propose autre chose. La femme, ta guerre. Que, allez, on peut même dire que ça se passe après la mita du guerre, ou tne zarta, et on peut modifier la braïta et dire que la femme, quand on dit zarta, c'est zarta, qu'elle a un spou. Donc finalement, on n'a pas une braïta qui objecte réellement à Rabat et Rapriza. La marloquette entre les deux étant, est-ce que lorsque la femme, au moment de l'accident, n'avait plus de mari, est-ce qu'elle-même elle a le trou des mevladot ou pas du tout? Lema Ketanel Agmara propose de dire que cette discussion Rabat et Rapriza serait peut-être une marloquette dans les Tanaïm, ce qui est un problème. Une juive qui est convertie avec un guerre, qui est mariée avec un converti, et elle tombe enceinte de lui, et elle est blessée, elle perd le bébé alors que son mari est encore vivant. La guerre, et on donnera l'argent au mari converti. Si elle a été blessée, la mitat aguer. Dans ce cas-là, elle a été blessée après la mort de son mari converti. Et donc c'est exactement le cas qui nous intéresse.
c'est que dès le départ, au moment du choc, elle n'a pas de mari. Et donc, on va se poser la question, est-ce qu'on dit comme Rabat que l'argent lui revient, ou est-ce qu'on dit comme Raprizda qu'elle n'a pas le srout de ses Mevladot? Et là-dessus, on a deux braïtot. Tane Chada Chayav, une braïta qui dit qu'on doit payer. Et Tane Chada, elle dit Pato. Maïla, Tanei, donc n'est-ce pas que le fait qu'on ait deux braïtot, une qui dit Pato et l'autre qui dit Chayav, c'est qu'on retrouve la marloquette Rabba et Raprizda dans ces deux braïtot, une qui dit Chayav, l'autre qui dit Pato. Agmara dit ça dépend. Les Rabba, selon Rabba, qui lui pense que la femme a un srout, forcément, c'est forcément une marloquette Tanaïm. Donc on avait une Mishnah qui dit Chayav. La Mishnah, elle pense comme ce que lui dit, comme notre Mishnah chez nous. Et celle qui dit Pato, qu'on ne paye pas, il est obligé de dire que c'est une braïta qui va comme son ami Raprizda. Et donc Rabba est contraint de dire que c'est une marloquette Tanaïm. Et là, les Raprizda, mais les Matanaïm, selon Raprizda, on peut très bien expliquer les deux avis de la braïta comme n'étant pas liés à ces discussions. Pourquoi? Lokasha Harabanan Peha Rabban Shimon Ben Gamiel. On peut très bien imaginer que finalement, dans cette braïta, un qui dit Chayav et l'autre qui dit Pato, c'est finalement la marque entre Rabbanan et Rashbag. Rashbag, on avait vu, rappelez-vous, que lorsqu'on n'était pas à la première grossesse, on a vu que l'objection de Rashbag était qu'il faut au moins que le shvar des vladot, que la valeur ajoutée de la femme pour le vlad, il faut au moins que cette valeur-là soit partagée. Et du coup, c'est ça la marloquette. Comme Rashbag pense que l'on partage et que Rabbanan pense qu'on ne partage pas, c'est pour ça qu'on a donc cette marloquette. On a Rabbanan qui pense en général que la femme n'a pas de srout dans ce shvar-là, et donc c'est pour ça qu'on dira qu'il ne sera pas tôt quand il n'y a pas de mari, et selon Rashbag, où la femme a un droit, on dira Chayav. Agma dit, c'est ton, Rabban Shimon Gamiel, Maya la Chamita, Afilu Mechainami, il n'a pas le gars. L'Agma dit, pourquoi on a parlé d'un cas de après la mort? Même lorsque le mari est vivant, elle aime pas la femme. L'Agma dit, Mechaim, il n'a pas le gars, la Chamita a coulé. Pourquoi c'est intéressant? C'est parce qu'après la mort, elle a la totalité. Donc ici, pourquoi on a parlé d'un cas où le mari est mort? Pour nous dire que selon Rashbag, le shvar, vladot, la valeur qui a été ajoutée à son corps parce qu'elle était enceinte, lui revient totalement lorsque justement son mari est mort. Autre proposition pour expliquer qu'il n'y a pas de marloquette selon Raprizda entre ces deux braïtot, il va itema, Haveha Rashbag, les deux braïtot sont selon Rashbag, Kan beshvar vladot, Kan bidme vladot. Et dans la marloquette là-bas des braïtot, est-ce qu'on paye à la femme ou est-ce qu'on ne paye pas à la femme? Ça dépend si on parle de shvar vladot, on parle de dme vladot. Si on parle de shvar vladot, depuis le départ, Rashbag pense que le shvar vladot, il y a un droit à la femme. Mais dme vladot, il est d'accord que c'est Xeratakatou, c'est la Torah qui a dit que ça appartient au mari, pas de mari, la femme ne le touche pas. La Gemara va objecter sur ce qu'on vient de dire. On vient de dire à l'instant que les deux braïtot seraient selon Rashbag, une qui parle de shvar vladot, l'autre qui parle de dme vladot. La Gemara propose à Diaton. Amre, mishvar vladot, lishmar dme vladot. Le raisonnement qu'on a dans shvar vladot, le fait que la femme qui aurait dû toucher que la moitié du shvar prend la totalité. On devrait appliquer ça à dme vladot. En général, elle ne touche pas dme vladot, mais comme il n'y a pas de mari, elle devrait toucher. Ou miderabanan, Rabban Megamiel, Ishmael Rabbanan. Et comme il n'y a pas de discussion entre Rashbag et Rabbanan par rapport à dme vladot, on devrait appliquer ça aussi à Rabbanan. Donc du coup, l'Agma propose de dire qu'entre shvar et dme vladot, on devrait faire le même raisonnement. Et après, ce raisonnement de Rashbag devrait être appliqué à Rabbanan puisqu'on est dans dme vladot. Et on arrive finalement à un non-sens. L'Agma dit non, Amrelo, tu as rien compris. Shvar vladot et sheikha yada begavayu, zach yabehu bekulu. Pas du tout la logique de dire qu'elle passe de 50% à 100%, ça a un sens. Pourquoi? Puisque le shvar, la valeur ajoutée de son corps, elle a un droit dedans. À tel point ce droit est logique qu'elle a déjà 50%. On peut comprendre que quelque chose sur lequel elle a une shaykhout, elle a un lien, et que c'est logique qu'elle prenne 50%. On peut comprendre que quand il n'y a pas son mari, elle le prend à 100%. Mais dme vladot, la valeur du vlad, puisque
lorsque son mari est vivant, elle ne touche pas 1% de cela, ça veut dire qu'elle n'a aucun rapport avec. Et donc, une fois que son mari n'est pas là, il n'y a aucune raison que ce 0% se transforme en quelque chose. Quand elle a 50%, c'est qu'elle est propriétaire en tant qu'associée. Donc, on peut comprendre qu'elle prenne toutes les parts. Lorsqu'il y a 0%, non. Des mevladot, le fait que des mevladot n'a jamais eu de part dedans, l'ozachem ne peut rien y toucher. Donc, ce raisonnement veut dire que ce qu'on applique à Shvach, on l'applique après à des mevladot, puis à Ravanan, ça ne marche pas parce que dès le départ, la première étape est fausse. Appliquer la même chose entre le Shvach et le mevladot, ça ne peut pas fonctionner, puisque dans Shvach, il y a une shaykhut de la femme, ce qui n'est pas le cas dans des mevladot. Nouvelle chez là maintenant la Gemara, Ba'emine Ravima Saba, Rav Nachman. Rav Saba pose la question à Rav Nachman, Amar Chazik Bishtarotav Shel Ger. On a un converti qui avait prêté de l'argent à des gens, et donc ce document servait de document pour se faire rembourser et éventuellement pour aller récupérer des biens immobiliers si la personne ne paye pas. Et on a quelqu'un qui a acheté ou hérité de ce converti, il a récupéré ces documents. Mahu. Est-ce qu'on va appliquer ici le même statut que d'habitude à quelqu'un qui n'est pas un guerre? C'est-à-dire que lorsque l'on achète un document de créance, on récupère le document avec tous les droits qui vont avec, c'est-à-dire le droit de récupérer les biens immobiliers, ou bera lo achazik. Et ici, puisque finalement le guerre n'a pas été machazik dans le shtar, shtaranami lokana. Donc du coup, puisque il ne peut pas acquérir le terrain, il n'a pas acquis non plus le shtar. Dès là, da'ate ashtara. Et autre possibilité, nous dit la Gemara, ou shtaranami lokana, dès là, da'ate ashtara, odinma ou peut-être, da'ate nami ashtara, ou est-ce que finalement son intention elle était aussi sur le shtar, c'est-à-dire se dire que non, le shtar je le prends pour ce qu'il est, et même si c'est pour reboucher quelque chose. Donc la question de la Gemara ici, c'est est-ce que le fait qu'ici le guerre n'a pas pu avoir de chazaka sur le terrain, est-ce que ça a une incidence sur le shtar ou pas? Amarle, Nachman répond à Ravima, il dit Anemori, réponds-moi. Est-ce que quelqu'un, lorsqu'il récupère un document, il cherche à posséder le document pour reboucher quelque chose? Amarle dit la tsor, oui, nachinami, je pense que oui. Ça, c'était la petite discussion entre Rav Nachman et Rav Yeba Saba. Maintenant, Rabba, Mashkono chez l'Israël, Beyad Ger. On a un converti qui a prêté de l'argent à un Israël et il a gardé un Mashkon, il a gardé un gage pour être sûr d'être remboursé. Ou Metager. Et le converti donc décède. Ou Ba Israël Achev Echezikbo. Et on a un Israël qui vient et qui récupère ce Mashkon qui appartient à un autre Israël et qui était dans la maison du guerre. Motinotomia, dont lui sort, Maïtama, pourquoi Keva endémique la guerre. Par Kalash Yahuda, pourquoi? Puisque le converti est décédé et qu'encore une fois, un guerre, c'est ici à chaque fois dans la Mishnah, la Gemara, on parle d'un converti qui s'est converti tard et qui n'a pas de descendant, qui n'a pas d'héritier. Puisqu'il n'a pas d'héritier, il n'y a plus de shiaboud, il n'y a plus de dette. Et donc, le mashkon, le gage, revient à son propriétaire. Maintenant, le cas avec mashkono chez le guerre, Beyad d'Israël, dans le cas où le mashkon qui appartient à un guerre, donc cette fois c'est un Israël qui a prêté un guerre, et donc l'objet du guerre sert de gage et il est dans les mains d'un Israël. Ou met à guerre et le guerre décède. Ou ba Israël acher, vechezikbo, et vient un autre Israël et veut récupérer ce gage qui appartenait à la base au converti mais qui a été laissé en gage pour le prêt qui n'a pas été remboursé puisqu'il est mort d'ici là. Qu'est-ce qu'on nous dit? Zekana qui est égal marotav, Zekana est ashar. Celui qui a prêté l'argent au converti et qui n'a pas pu être remboursé récupérera, possède dans le gage qui en général vaut plus que la valeur du prêt, il récupère dans le gage, dans l'objet, la valeur du prêt qui n'a pas été remboursé. Et le reste, la partie restante, le surplus, sera acquis par ce Israël qui a été opportun et qui est venu le prendre dès qu'il a entendu parler de la mort du guerre. La Gemara dit Bamai, Tikne le Chatzero. La Gemara dit maintenant je ne comprends pas.
Comment tu peux dire un truc pareil? Puisque le mashkon est dans la main du juif, lorsque le guerre décède et que le bien devient automatiquement FK, normalement, le khatser, le terrain sur lequel se trouve l'objet, devrait faire acquisition pour son propriétaire par le principe de Kinyan Khatser, que l'objet qui est sur mon terrain s'acquiert automatiquement. D'Amar Rabbi Yossi Bar Hanina, comme dit Rabbi Yossi Bar Hanina, Khatsero Shel Adam Konelo, Shel Ovidato. Que le chidouche, c'est que mon terrain peut faire office d'acquisition, non seulement lorsque j'en ai l'intention, mais même lorsque je n'en ai pas l'intention. Donc là, même s'il n'est pas au courant que le gars est converti, puisque le gage est chez lui, la partie restante, la partie qui correspond au prêt, c'est sûr qu'il l'acquiert, mais la partie restante aussi il devrait l'acquérir. Agma répond, Amré, Achave de quoi on parle? C'est parce qu'il n'est pas dans la ville. Kolechad était l'idée, Ibaï Makne Matsikane, ce qu'on nous dit ici, c'est que lorsque dit Rabbi Yosef Hanina, que l'on peut faire acquérir avec son khatser, même sans savoir, c'est quand au moins on est dans la ville, que si on avait voulu, on aurait pu. Quand il y a des khatsero, le khatser peut le faire. Quand les khadélités l'idée, lorsque la personne n'est pas présente dans la ville, les ibae ou les miknelo matsikane, où il n'est pas dans tous les cas la possibilité physique de se déplacer et de faire ce kinyan, khatsero namilokane, le khatser ne fait pas plus que ce que lui pourrait faire. Et on nous dit la Gemara à la fin, la halakha c'est pas comme ça. Veicheta, de leite bachatsero, de lokana. La halakha est finalement que lorsque il n'est pas là, quand le mashkon n'est pas. Donc ici c'est parce que le mashkon n'était pas dans le khatser et c'est pour ça qu'il n'a pas été connu. Sinon s'il était présent dans son khatser, même si lui-même était à l'extérieur de la ville, il n'aurait pas eu de problème à être connu. Nouvelle Mishnah. Quelqu'un qui creuse un puits et qui l'ouvre et qui se termine le trou vers le domaine public, ou l'inverse, qui commence dans le domaine public et termine dans le domaine privé, ou troisième cas, qui commence dans un domaine, celui qui creuse par exemple, et qui se termine dans un autre domaine privé, donc celui du voisin par exemple, dans ce cas-là, on sera tout de même Hayab et on étudiera si tu veux demain la Gemara qui va expliquer cette Mishnah. On va essayer de rappeler assez rapidement ce qu'on a vu dans le DAF d'aujourd'hui. Alors on a vu déjà que finalement la Mishnah n'était pas en objection avec Ravada Barava qui pense qu'un taureau, quelle que soit l'intention, ce qui veut viser la femme ou ce qui veut viser un homme, lorsqu'il y a un fœtus qui est décédé, le propriétaire de l'animal ne paiera pas des mevladot. Les mevladot se paient que pour un homme. Et là ici, même si l'homme n'a pas visé directement la femme. Au passage, on avait vu qu'à ce sujet-là, une servante kinanite a le même statut qu'un animal. Et on l'apprend dans un chapitre que Sheulachem Poim Hamor, Am Adomel Hamor, un peuple qui ressemble au Hamor, qui sur certains points halachiquement est considéré comme des animaux. C'est ce qu'on apprend de ce pasouk-là de la Hakeda. Et on avait vu après qu'en fonction de la première grossesse ou pas, on avait une discussion dans la Mishnah et dans la Braïta entre Rashbag et Rabbanan. Si, lorsque Rabbanan disent que des mevladot, c'est finalement des mevladot et shvach vladot, c'est-à-dire deux choses, la valeur du fœtus et la valeur que la femme a, la valeur ajoutée de son corps lorsqu'elle est enceinte est bien importante, comment on calcule cela? Selon Rabbanan, c'est très simple. On fait la soustraction entre la valeur lorsqu'elle est enceinte et la valeur lorsqu'elle n'est plus enceinte, qui est censée être finalement une réponse à un résultat positif puisqu'elle est censée valoir plus avant qu'après. Et là-dessus, Rashbag a deux objections. Déjà, si c'est la première grossesse, on a un souci parce que la valeur d'avant est inférieure puisqu'on a peur que cette femme-là ne survive pas à cette première grossesse. Et si c'est les autres grossesses, on a un autre souci à ce calcul-là, c'est que finalement on donne tout au mari, à la fois à Shvach des Mevladot, ce qui est normal, ce que la Torah le dit, mais Shvach Vladot, même le corps et sa valeur ajoutée. Et ça, normalement, ça devrait être partagé. Donc c'est ça l'objection de Rashbag qui porte sur les autres cas que la première grossesse. Après on a vu Marcoquette Rabat et Rafrizda. Est-ce que lorsque on avait vu que lorsque la femme est frappée et qu'elle a perdu le fœtus, mais qu'elle a un mari, l'argent revient au mari. Si le mari meurt après, l'argent ira aux héritiers du mari. S'il n'y en a pas, ça revient au propriétaire du taureau. Maintenant la question c'est lorsque dès le départ, au moment de l'accident, elle n'avait plus le mari, est-ce que dans ce cas-là, l'argent revient à la femme ou non? C'est exact, c'est au mari ou rien. Selon Rabat, ça revient à la femme. Selon Rafrizda, ça ne revient à personne si ce n'est au propriétaire du taureau qui gagne finalement cette somme qu'il ne devra pas
débourser. Ça, c'était la marque entre Rabat et Frisda. On était resté sur une question par rapport justement à un guerre qui avait des créances, qui possédait des créances avec un shtar et qui finalement est décédé. Et donc dans ces cas-là, il n'y a plus personne pour hériter de cela. Qu'est-ce que l'on fait du shtar qui est décédé? Est-ce qu'il y a un kinyan ou pas? Ça, c'était la question qui était assez sans réponse. Et à la toute fin, on avait vu qu'on avait une halakha de Rabat qui nous disait que lorsque l'on a un guerre qui possède une créance et qui a un mashkon, ce mashkon-là revient à son propriétaire, le gage revient au propriétaire. Par contre, lorsque c'est l'inverse, c'était le guerre qui avait emprunté, qui avait laissé un mashkon, l'Israël va récupérer la partie qui correspond au prêt qui n'a pas été remboursé, et l'autre partie pourrait être prise par le premier Israël qui viendra de manière opportune prendre cet objet. Mais au final, au niveau de la halakha, c'est à la condition pour que la tierce personne puisse venir récupérer la valeur restante, il faut que l'objet ne se situe pas dans le khatser, dans la cour d'Israël. Pourquoi? Parce que sinon, même sans sa volonté et même halachiquement sans sa présence dans la ville, à partir du moment où l'objet est dans sa cour, dès que le converti décède sans héritier et que l'objet donc devient FKR, immédiatement la partie restante, la partie qui est le surplus entre la valeur du prêt et la valeur réelle du gage, deviendra tout de suite la propriété du prêteur chez qui justement l'objet est posé. C'est pour ça que dans le seul cas où on peut imaginer que quelqu'un puisse venir et zocher, c'est dans le cas où l'objet n'était pas entreposé dans la cour du prêteur Israël.